Merci de nous suivre sur Al24 News. Hebdo Show Algérie revient pour une troisième partie. On continue à parler de l'entretien périodique, la rencontre périodique accordée par le président de la République aux représentants de la presse nationale. Nous évoquions à l'instant l'industrie minière. Nazim Sini, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pensez que l'industrie minière est aujourd'hui une option pour la diversification économique ? Ah oui, plus qu'une option, c'est même un axe stratégique du projet de diversification de l'économie algérienne. Alors évidemment, vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on garde notre ADN énergétique, parce que c'est un élément de souveraineté, notamment en exploitant les hydrocarbures, le gaz naturel, ainsi que le pétrole. Mais évidemment, la volonté justement du président de la République, c'est d'amener notre économie à s'ouvrir davantage à d'autres secteurs névralgiques. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de voir un peu comment se comporte l'ensemble des marchés internationaux, la demande très importante qu'il y a pour le minerai de fer, pour le cuivre, pour l'acier, etc., sachant que vous avez une demande chinoise qui explose, également la demande américaine aussi. Et donc, pour moi, le secteur des mines, c'est un secteur d'abord qui est à forte valeur ajoutée, où il y a une très grande technicité. Et ce qui est important de rappeler, Noël, c'est que l'ensemble des projets industriels miniers se basent sur des compétences locales. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut saluer. En plus de ça, ça permet de relancer l'industrie locale, puisqu'il faut savoir que dans la vision du président de la République, il y a une volonté de réindustrialisation du pays. Et donc, ça passe forcément par maîtriser l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, mais aussi de la matière première. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça va nous permettre de réduire notre facture d'importation des intrants de près de 2 milliards de dollars chaque année. Donc, vous imaginez, sur 10 ans, c'est quasiment 10% de notre PIB. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas négligeables, qui vont permettre justement de repositionner l'Algérie sur l'échiquier continental d'abord, mais aussi sur l'échiquier international, en nous plaçant comme étant un fournisseur alternatif crédible et aussi une puissance minière pour la prochaine décennie, de maintenant jusque dans les années 2040-2050. Très bien. Badis, vous vouliez intervenir avant la pub ? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce en quoi nous assistons aujourd'hui est un message très clair, qui consiste à dire que l'Algérie n'est pas en gestion de crise, elle est en gestion de trajectoire. L'Algérie aujourd'hui, ou du moins la vision économique du président de la République Abdelmadjid Tebboune, c'est de faire de l'Algérie non pas un pays de gisement, mais un pays industriel, un pays à forte valeur ajoutée, à économie intégrée. D'ailleurs, ça a été évoqué même par la directrice générale du FMI. Donc l'Algérie a ce rôle comme acteur pivot économique, mais acteur aussi de partenariat et de coopération stratégique, parce que ce qu'on oublie de dire, effectivement, avec ce chemin de fer, notamment à titre national, mais aussi à titre international, on peut l'évoquer aussi, puisque cela implique une dorsale de l'Afrique, une dorsale justement vers le Sahel, qui permettrait effectivement d'accentuer, nous qui sommes justement dans cette perspective de l'exportation vers l'international et vers l'Afrique par voie de conséquence. Donc cette dorsale de rail permettra d'incarner, d'illustrer, de factualiser justement cet échange, ce commerce. Puisque Nazim l'avait dit tout au début de son intervention, effectivement, le rail est un vecteur de développement, est un vecteur d'unité nationale aussi, un vecteur de cohérence, de consistance, un vecteur aussi de coopération internationale. Aussi, peut-être petit détail, le président de la République avait évoqué les retombées économiques, tant d'abord par le désenclavement lui-même de ces zones d'ombre dont le président de la République en a fait sans faire de lance dès son premier mandat dans un rapport justement orienté vers le résultat, où il a fait de ces zones d'ombre des zones aujourd'hui stratégiques. Nous parlons de Saoura, nous parlons de ce sud-ouest notamment cher à notre pays, et qui aujourd'hui regorge de richesses d'abord de capital humain, puisqu'ils ont démontré à travers ce projet qui a été accompli en 22 mois, s'il vous plaît. Donc ce n'est pas rien, avec parfois des cadences de pose de rail avec un pic de 11 km par jour, allant jusqu'à 6 km par jour. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a une grande performance, c'est un projet singulier, mais c'est un projet que, et je le dis haut et fort de cette tribune, aux mauvaises langues, un premier projet parmi tant d'autres, puisque le président de la République aussi l'avait évoqué, c'est un point de départ, notamment de plusieurs projets. Il avait évoqué effectivement Alger, Tamanrasset, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique économique d'ouverture, d'abord avec des pays notamment qui veulent bien coordonner, coopérer avec nous, mais aussi dans une dynamique d'économie intégrée dans laquelle il y a cette justice de développement économique qui est assumée, assurée, structurée par le président de la République.
Michel Bizac, peut-être un commentaire sur ces grands projets structurants de l'Algérie? Écoutez, moi, je trouve que à chaque fois qu'un homme politique, et de surcroît un président de la République, annonce des choses et qu'il les réalise, je trouve ça merveilleux. C'est vrai que c'est rare de l'autre côté. On n'a plus l'habitude en France. On n'a plus trop l'habitude. J'allais le dire, mais après, on va me dire que je suis plus trop l'habitude, surtout en ce moment. Donc, effectivement, je trouve que ce projet est incroyable. Je trouve que c'est cette ouverture vers la Méditerranée et vers l'exportation de fer et vers les usines de Tosyali également, avec la possibilité, je l'espère, enfin, d'accueillir un peu plus d'acier vert, puisque aujourd'hui, on importe énormément d'acier de Chine. Ça veut dire 1 mois de transport, alors qu'il faut une nuit pour traverser la Méditerranée. Il y a quand même un problème qu'il faut qu'on se pose quelque part, c'est de savoir pourquoi ces problèmes-là. Je sais qu'il y a des problèmes avec l'UE, je sais que ça discute, mais il faut maintenant que beaucoup de pays qui s'intéressent à l'Algérie, comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France, parce que soyez conscients que les chefs d'entreprise français n'ont pas envie de cette situation et ne veulent pas continuer à cette situation. Moi, j'invite aujourd'hui les chefs d'entreprise français à faire pression sur le gouvernement français, et notamment sur nos ministres actuels, pour venir. Il faut venir discuter, d'autant plus qu'ils y sont invités. Donc ils ne doivent pas rester et ne pas répondre. Aujourd'hui, ils doivent venir. Et ils doivent venir sans conditions. Pourquoi des conditions? Il n'y a pas besoin. Les conditions, on va les régler ici. On ne va pas les régler de l'autre côté en mettant des ultimatums. Donc aujourd'hui, il faut venir. Nous les attendons. Et il faut que les chefs d'entreprise français fassent pression sur leurs patrons pour que ces patrons fassent eux-mêmes pression sur le gouvernement. Ce n'est pas possible qu'on laisse passer ces opportunités aujourd'hui. C'est impossible. Je n'y crois pas. Il faut noter, M. Bizac, que l'Union européenne fait des pressions sur l'Algérie, notamment par rapport au rang en béton, évoqué hier par le président Tebboune, un quota de chaque trimestre, ce qui est pratiquement 12% du rang en béton consommé par exemple le complexe de Tosyali, ce qui est anormal, parce que l'Algérie est liée par un accord d'association. Et le pays qui est en train de bloquer, de créer des problèmes, c'est la France. Parce que c'est la France qui est en train de bloquer la renégociation de l'accord d'association signé avec l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'un pays qui se comporte comme ça à l'extérieur est en mesure de vouloir reprendre ses relations économiques normales avec un pays comme l'Algérie? Écoutez, moi, je ne suis pas compétent sur l'interprétation des accords, les blocages, etc. Donc, je vais éviter de répondre à côté. Je pense qu'il n'y a pas une volonté. Il y a des gens qui veulent nuire, et puis il y a des gens qui veulent avancer. Je crois qu'aujourd'hui, il faut écouter ceux qui veulent avancer. Ceux qui veulent nuire, ils n'ont qu'à essayer de nuire dans leur coin. De toute façon, ils vont disparaître à un moment ou à un autre. Donc, cette relation, on doit la continuer, on doit l'améliorer et on doit la reprendre là où on l'a laissé. Il faut en finir, Madame Royal l'a bien dit, il faut en finir avec ce goutte-à-goutte mémoriel, il faut en finir avec tous ces problèmes qui devraient être résolus depuis fort longtemps. Moi, je suis né en Tunisie. En 1962, j'ai quitté la Tunisie. C'est normal, mon père était fonctionnaire. Et voilà, ça ne m'a pas empêché de retourner en Tunisie, de retourner chez moi. C'est vrai que ce n'est pas la même histoire. La Tunisie, ce n'est pas 130 ans de colonisation, c'est différent. 132 ans de colonisation, c'est vrai. Mais voilà, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas laisser les 5 millions d'Algériens, ou 7 millions selon les sources, qui vivent en France, aujourd'hui, éloignés de leur famille, parce qu'on n'arrive plus à leur délivrer des visas. Regardez, aujourd'hui, vous avez plus de 45 fonctionnaires du consulat de France qui sont partis cet été avec le système des mutations et qui n'ont pas été remplacés. Pourquoi on ne les a pas remplacés? Avant, il y avait 1200 rendez-vous par jour. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 500. On ne peut pas continuer comme ça, d'un côté comme de l'autre. On ne peut pas continuer comme ça. J'avais une question d'abord pour Nazim. Le président de la République avait évoqué effectivement un PIB de plus de 170 milliards de dollars en 2019, c'est-à-dire au début de son mandat.
et on table avec un objectif à plus de 400 milliards de dollars de PIB avant fin 2027. Un commentaire sur justement cette croissance fulgurante? Oui, elle rappelle, vous savez, la croissance qu'a connue la Turquie en 2002. Et si vous observez, Badis, ce qui s'est passé en Turquie de 2002 à 2007, la Turquie a quasiment triplé, voire quadruplé son PIB. Et l'Algérie est en train de suivre quasiment la même trajectoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toutes les réformes qui ont été entamées depuis 2020, fin 2019, début 2020, sont en train de porter leurs fruits. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des réformes qui ont été entamées, réforme du système bancaire, réforme également en matière de numérisation et également de libéralisation de l'économie, les investissements qui ont été consentis, notamment sur de la dépense publique, ça aussi c'est très important, sont en train de porter leurs fruits. Et évidemment, il y a un taux de croissance qui est aussi très intéressant à observer, le dinar qui se maintient très bien, il y a une diversification et surtout une hausse des exportations hors hydrocarbures, dont on ne parle pas assez. En fait, le rythme des exportations hors hydrocarbures est en train de progresser. 5 milliards. Oui, 5 milliards avec un objectif de quasiment 10 à 12 milliards d'ici quelques années. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a une... Et puis, pour moi, le vrai baromètre, Badis, c'est la confiance qui est portée par les investisseurs directs étrangers. Enfin, les investisseurs étrangers qui reviennent en Algérie, notamment de Chine, l'Inde aussi qui investit, la Turquie, etc. Les Espagnols, les Italiens, les Portugais, et même il y a des projets de coopération avec l'Allemagne. Donc tous ces éléments-là mis bout à bout font qu'effectivement cet objectif de 400 milliards sera très certainement atteint, si ce n'est pas en 2027, peut-être début 2028. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'économie de notre pays a été extrêmement résiliente. Nous avons subi des chocs exogènes, mais extraordinaires. Regardez avec le Covid, la guerre en Ukraine, la perturbation des chaînes d'approvisionnement au niveau international, le renchérissement du coût du fret maritime qui a pénalisé l'économie mondiale. Et l'Algérie, malgré tout, a offert une croissance moyenne entre 3 et 4%, ce qui est le double de ce que génère notamment l'Union européenne. Donc c'est pour ça que pour moi, je crois même à d'ici 2030, la fin de la décennie, un possible PIB à 500 milliards qui nous ferait définitivement entrer dans le grand panthéon des nations émergentes. Michel Bizac, justement, j'ai une question pour rebondir sur ce qui a été dit. Au vu de ces indicateurs, notamment macroéconomiques, ma foi, très éloquents et révélateurs, notamment d'une économie qui va de l'avant, une économie qui se diversifie d'une manière factuelle, une économie aussi qui se construit ou co-construit avec d'autres pays, notamment qui veulent bien être dans un rapport de respect mutuel, d'égal à égal, mais surtout aussi de pérenniser ces rapports. Qu'en pensez-vous vis-à-vis de la France, elle qui a misé effectivement sur l'échec de l'Algérie, une Algérie parfois regardée comme un pays isolé, aujourd'hui nous l'avons démontré avec ce ballet diplomatique, et économique s'il vous plaît. Donc, puis j'aimerais aussi que nous attardions, peut-être vous qui vous êtes mieux placé que nous, sur les conséquences réelles aujourd'hui, puisque j'ai cru comprendre que sur un média français, vous avez évoqué effectivement ces conséquences désastreuses sur l'économie française, que ce soit d'ailleurs les entreprises établies en Algérie, mais également à travers elles, les entreprises ou le tissu ou le maillage économique ou industriel en France, notamment perte d'emplois et autres. Alors, d'abord, je voudrais que vous notiez que peu d'entreprises françaises travaillant en Algérie depuis plusieurs années sont parties. Elles ne sont pas parties, elles sont restées. Elles font le dos rond. Parce qu'elles croient au projet Algérie. Elles croient au projet Algérie, elles ont continué à investir. Elles ne sont pas restées pour les beaux yeux d'Algérie, parce que ce sont des entreprises, ce ne sont pas des associations à but non lucratif. Qui vient pour les beaux yeux de l'Algérie. Exactement, qu'elles connaissent le potentiel de l'économie algérienne. Oui, bien sûr. Et elles sont restées. Donc, pour les plus grosses entreprises, je pense à Valourec, je pense à Total, je pense à Engie. Je pense qu'ils croient aussi, qu'ils gardent espoir que la France revienne à la raison. La France va revenir à la raison. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Donc, par contre, ceux qui ont le plus souffert, c'est tous les entrepreneurs qui faisaient de l'importation pour la revente en état. Donc ceux-là, on a eu plus de 300 entreprises qui ont disparu en France, qui ne faisaient que ce travail-là. Je pense qu'il y a eu un flux beaucoup plus important, parce qu'on nous annonce 17% de baisse sur une année, mais je pense qu'il est plus important parce que quand j'entends le nombre de les exportations, enfin le flux de boîtes qui arrivent de France sur l'Algérie, on parle plutôt d'une baisse de l'ordre de 50%. Donc c'est de l'importation.
Mais Je me permets Oui. de vous couper, Michel. Vous savez, il y a un grand homme qui a dit « Produire, c'est exister, importer, c'est dépendre ». oui, Vous savez, c'est qui ce grand homme? non, Abdelmajid Tebboune. très bien, C'est lui qui l'a dit. Je vous laisse continuer. merci. Mais de l'importation, on en a encore besoin ici. Bien sûr, mais heureusement. beaucoup moins qu'avant. Et il y a encore des entreprises qui importent ici parce que. Mais on produit heureusement. beaucoup plus qu'il y a 6 ans. Et je pense que l'Algérie importe ce dont elle a besoin. Oui. Et puis ce qu'elle produit sur place, elle ne veut plus l'importer. Ben, Et c'est bien normal. Voilà, maintenant, vous avez bien remarqué qu'on C'est on bien produit normal. beaucoup plus qu'il y a 6 ans et on a justement une économie qui se développe dans ce Mais système. vous voyez, ce soir, je ne voulais pas vous parler des 5 milliards d'importations de France vers l'Algérie, je voulais vous parler des investissements que la France, notamment, et puis les autres pays, doivent faire ici en Algérie, avec un coût de l'énergie 7 fois moins élevé, avec une main-d'œuvre extrêmement compétente. Moi, j'ai vu l'évolution, 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis là, je les ai vus. Il y a 20 ans, je ne trouvais pas les compétences que nous trouvons aujourd'hui en Algérie. Monsieur Bizac, est-ce que vous pensez- Laisse-le juste finir, laisse-le juste développer. Je parle de compétences et je parle de prix aussi de la main-d'œuvre, qui est beaucoup moins élevé qu'en Europe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui veulent continuer à travailler avec l'Algérie, elles doivent comprendre qu'il y a eu un véritable changement de paradigme et qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est pas simplement un consommateur. L'Algérie est aussi un pays dans lequel il faut venir, dans lequel il faut investir pour travailler et fabriquer sur place. En plus, tout à l'heure ça a été dit, mais moi je crois beaucoup à la ZCLAF maintenant qu'elle est mise en place. Et je pense qu'en venant s'installer ici, on s'ouvre tout le marché africain. Donc on n'a que de bonnes choses à prendre en venant investir ici. Maintenant, c'est difficile. Ce n'est pas un pays facile. Donc c'est un pays dans lequel il faut savoir s'entourer, il faut savoir trouver les bons partenaires algériens qui connaissent, eux, le métier, qui connaissent le pays, qui connaissent les quelques difficultés que l'on peut rencontrer d'un point de vue administratif, de tous les autres points de vue, mais qui doivent, ces entreprises françaises doivent se faire accompagner. Parce que par le passé, M. Bizac, il a été reproché aux entreprises françaises de faire plus de commerce que d'investissement. Et si je reprends les déclarations, vos propres déclarations sur un site algérien, celle de Mme Ségolène Royal, qui était en Algérie donc, la semaine passée, Mme Ségolène Royal dit que la France est en train de perdre le marché algérien, ou au moins des opportunités de marché algérien. Est-ce que cette situation est vraie? C'est évident. C'est évident. On ne peut pas dire le contraire. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que la France est toujours sollicitée dans les grands appels d'offres? J'en suis pas certain. Moi, je Faut quand pense même vraiment que tant qu'on a des personnes de la volonté de Michel Bizac, comme il nous le démontre ce soir, on peut garder vraiment espoir sur les relations économiques entre les deux rives. Et je pense que Michel Bizac, ce soir, en tant que président, justement, de la Chambre, peut continuer à contribuer à sa façon et avec le niveau qu'il a de responsabilité à développer ces relations. Parce que comme il a si bien dit, et c'est très important de noter ce qu'a dit M. Bizac, c'est que les patrons français ont compris l'enjeu exceptionnel de l'Algérie et le développement qu'a l'Algérie sur ces 7 dernières années. Et je pense que c'est ça le message que vous voulez faire passer, Absolument. Michel. J'ai une question pour Monsieur Bizac. 2 minutes, je vais vous donner la parole. Tarek Hafid, le temps de regarder ce clip de Mme Ségolène Royal qui intervenait justement dans une émission, dans un entretien accordé à Al24 News. Regardez. Un écart peut-être entre le monde institutionnel et le monde des entreprises. Le monde des entreprises est en avance des deux côtés de la Méditerranée. Il voit qu'il y a des partenariats possibles, qu'il y a des activités croisées que l'on pourrait conduire. Et la France voit, et les entreprises françaises voient que cette tension politique entraîne une méfiance à leur égard. Et donc la France est en train de perdre du terrain. Et c'est pas seulement pour la France, mais c'est donc la coopération franco-algérienne qui perd du terrain. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage, ça fait mal au cœur. Et par conséquent, il faut que la question politique au sens noble du terme soit résolue, comme on vient de le voir, pour qu'ensuite les liens économiques puissent se renouer. Parce que l'Algérie avance. L'Algérie a 4% de taux de croissance. 4% l'année dernière, 3,5%. C'est-à-dire qu'en 3 ans, l'Algérie a eu 11% de croissance, plus que la France. Donc à un moment, il faut quand même regarder les choses en face. Plus l'accès à une énergie pas chère. Alors que la France, les entreprises françaises sont frappées par la hausse du coût de l'énergie. C'est un gros problème de rentabilité, ça, pour les entreprises en France.
Donc on voit bien qu'il y a des partenariats croisés, intelligents, qu'on pourrait conduire. Mais là, l'Algérie, elle ne va pas attendre. Elle a raison. Le monde des affaires algérien, comme ils me l'ont dit, on aimerait tellement faire des coopérations avec la France, mais on ne peut pas attendre dans l'intérêt de l'Algérie. Et des jeunes qui ont envie les plateformes ou l'école supérieure des affaires que j'ai rencontrées, mais c'était formidable. Il y a une énergie, il y a une volonté des jeunes, une qualité dans la formation professionnelle, et donc des partenariats formidables que l'on pourrait conclure ensemble. C'est pour ça qu'il faut que le président de la République française et que le gouvernement, et je suis sûre que c'est leur volonté, je suis sûre qu'ils ont envie, et ils regardent aussi avec amertume ce qui est en train de se passer. Et j'espère que mon voyage avec tous ces contacts, avec le monde économique algérien qui évolue énormément, mais vous savez, je vous le disais tout à l'heure, je suis venue ici il y a 10 ans, mais ça a énormément évolué. Alger s'est formidablement embelli aussi. Et on voit bien, et les contacts économiques que j'ai, je ne les avais pas il y a 10 ans. Et par conséquent, cette volonté d'avancer, la diversification, comme m'a expliqué Kamel Moula, la diversification des partenariats, c'est indispensable pour les entreprises algériennes. Elles ne vont pas nous attendre. Et de même, quand je rencontre les entreprises françaises, elles se désolent aussi de sentir qu'il y a un manque de confiance maintenant. Michel Bizac, je vais vous laisser réagir sur ce que vient de dire Madame Ségolène Royal. Le temps juste de dire au revoir à Nazim Sini. Nazim Sini, merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois. On espère vous accueillir autour de la table très prochainement. Merci à vous et je tenais à saluer Monsieur Bizac, à qui je transmets toutes mes amitiés et mes amitiés également à toutes les personnes sur le plateau. À très bientôt. Merci Nazim. À bientôt mon ami. Voilà, Merci. donc Monsieur Bizac, allez-y. Moi, je crois que Madame Royal a tout dit. C'est la logique. Je l'ai eu, je crois ne rien dévoiler, je l'ai eu assez longuement ce matin. Elle a continué le travail qu'elle a commencé ici, elle l'a continué en France. Elle a rencontré la conseillère du président de la République, elle a rencontré M. Nunez, elle a parlé avec tout le monde, elle leur a expliqué. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on est très très peu consultés sur le sujet. Les gens qui, de France, voient l'Algérie noyée au milieu du Grand Maghreb ne comprennent pas qu'un Algérien, ce n'est pas un Tunisien, et qu'un Tunisien, ce n'est pas un Marocain, et qu'ici, on ne traite pas avec les Algériens comme on traite avec les Marocains ou avec les Tunisiens. Il faut quand même comprendre ça. Et pour comprendre ça, il faut vivre ici ou venir. Elle est venue, elle a écouté. Moi, je l'ai vue à Paris au moment de la FA, puisqu'elle avait eu la gentillesse de m'inviter sur le volet économique lors de la réunion de la FA. On a parlé, elle comprend vite. Et elle comprend vite. Et tout ce qu'elle a dit, moi, je ne peux qu'adhérer à tout ce qu'elle a dit. C'est sur le volet économique, sur le volet mémorial, sur plein de choses. La mémoire, ce n'est pas mon sujet. Mais moi, quand je vois que la France attend 2024 pour reconnaître que Larbi Ben Mehdi a été assassiné, alors qu'en 2008, il y avait un article dans Le Monde et où Ossarès expliquait que la corde avait cassé 2 fois, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? Attendre autant de temps pour reconnaître... Pour reconnaître quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Par tout le monde depuis très longtemps. Et pourquoi attendre autant d'années pour reconnaître officiellement ? Voilà. Et si ça doit être... Si ça, c'est un problème, c'est un blocage, il faut débloquer absolument la situation. Monsieur Bizac, j'ai une question pour vous. Au-delà des problématiques politiques, diplomatiques et ce qui est en train de se passer maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un état d'esprit de l'entrepreneur français qui vient en Algérie qui doit changer ? On a vu pendant une vingtaine d'années des choses qui ont été très négatives. Transfert illégal de capitaux, parfois même prédation. Il y a eu beaucoup de choses quand même très négatives qui ont été faites par des entreprises et parfois même par des grands groupes français. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aussi qu'il y ait justement ce changement dans l'état d'esprit et aussi voire même de l'image de l'entrepreneur français en Algérie ? Moi, toutes les entreprises françaises que je côtoie ici, elles ont un bon état d'esprit vis-à-vis de l'Algérie. Elles ont une capacité d'adaptation assez colossale quand même. Vous vous rendez compte de ce qu'elles vivent depuis 2 ans maintenant ? Eh bien, elles continuent, elles sont toujours là. Elles continuent à investir.
Je suis allé il y a peu de temps à l'inauguration du nouveau siège de la Société Générale. Vous imaginez, je n'ai pas le montant exact, mais supérieur à 30 millions d'euros. Vous avez, je pense à une société comme Roulier. Aujourd'hui, c'est 100 personnes qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, 70 ingénieurs. Ça continue à travailler très, très fort. À un certain moment, il y avait quand même des dossiers sur Roulier, sur Société Générale. Il y a eu des dossiers, mais écoutez, c'était... C'est le passé. Il y a eu des dossiers aussi sur Renault, il y a eu des dossiers sur plein de choses, mais aujourd'hui, Renault n'a qu'une envie, c'est de continuer. Je crois que tout le monde a tiré les leçons. Il y a eu une époque où ça se passait comme ça. Eh bien, cette époque est révolue. Et ceux qui ne l'ont pas compris, il faut qu'ils s'en aillent. Mais tout le monde veut rester. Regardez Renault, qui devait quitter à la fin de l'année dernière, ils sont toujours là. Et vous, vous avez bon espoir, Michel Bizac, déjà par rapport à la visite de Madame Royal, par rapport aux échanges que vous avez justement avec l'entrepreneuriat algérien, l'entrepreneuriat français. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore cet espoir justement pour vous de continuer à promouvoir la relation bilatérale? Moi, je suis un perpétuel optimiste. D'accord, oui, ça c'est sûr. Et pragmatique. Oui, ça fait 20 ans que je travaille ici, je le répète, mais j'ai vu ce pays évoluer. Vous avez vu le changement frappant depuis... J'ai vu le changement, ne serait-ce que dans les formations des personnels. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous trouvez tout ce que vous voulez. Regardez, dans les entreprises étrangères qui travaillent ici, le nombre d'expatriés a baissé drastiquement. Parce que maintenant, on a la capacité justement à avoir des personnes formées qui sortent des universités algériennes de qualité. Voilà. Okay. Donc voilà, j'ai de l'espoir. Je pense que notre problème, il est essentiellement politique aujourd'hui, et il faut que ce problème politique soit réglé. Il faut que les hommes politiques invités ici, notamment M. Nunez, peut-être M. Barrot, je ne sais pas qui doit venir, mais si M. Nunez vient, je suis sûr qu'il arrivera à débloquer les choses. Je suis certain. C'est pas possible autrement. Parce que ce pays, il sera toujours en face de la France. Moi, je le dis, je le répète, il me faut 1h15 pour venir de Nice. Oui. C'est rien. Je suis d'accord. Il faut 2 heures pour aller à Paris, 1h15 pour venir de Nice. C'est pas possible, quoi. On peut pas continuer comme ça. Une obligation d'entente. On a une obligation d'entente. Michel Bizac, dernière question peut-être, ou même remarque. Est-ce que c'est pertinent de dire aujourd'hui que vous, qui représentez le maillage industriel français, les entrepreneurs français en Algérie et algériens, est-ce qu'on peut dire d'une manière très limpide et très, je dirais, sans ambiguïté, que vous êtes otage et la première victime de l'entêtement justement de cette diplomatie française qui n'arrive pas à retrouver la raison? Otage, c'est peut-être un mot fort qu'on emploie, je trouve. Quand il y a des pertes économiques, je pense. Oui, il y a des pertes économiques, mais les entreprises restent. Vous savez, quand j'ai des réunions, on passe beaucoup de temps à se plaindre, et à la fin, on dit on a quand même fait une belle année 2025. Donc, c'est tout le paradoxe. Ouais, tout le contraste. Alors c'est vrai, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. J'ai mis 6 mois pour obtenir une carte de commerçant. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, ça avance. Mais vous croyez farouchement justement à la reprise des bonnes relations économiques entre les deux. J'y crois. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Moi, quand je vois des personnes comme Michel Bizac qui représentent quand même le haut du panier en fait de la Chambre de commerce, bah moi je suis optimiste. On va être optimiste avec Michel Bizac et on va faire confiance à l'expérience de M. Bizac. Voilà. Alors messieurs, on va avancer, messieurs, si vous le voulez bien. Il faut qu'on continue à dérouler les autres aspects de l'entretien donc accordé par le président de la République. Il y a également été question donc de géopolitique au volet international. L'Algérie entretient de bonnes relations avec les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, dans le cadre d'une politique d'équilibre et de ses principes historiques de non-alignement et de défense du droit international. Christophe Roux. Oui, je pense que ça a été rappelé à plusieurs reprises au cours de cette conférence de presse. Et surtout, lorsqu'il a dit, effectivement, nous n'avons aucun problème avec les grands pays. Voilà, suivez mon regard. Et ce qui était intéressant, pardonnez-moi, parce que je n'ai pas pu poser ma petite question à M. Michel Bizac qui était avec nous. Et franchement, il nous a dressé un portrait qui était absolument frappant et alarmant. Et il faut entendre ce cri qui vient d'être poussé ce soir. Et j'ai envie de dire que moi, je suis rassuré, comme Mehdi, d'un futur qui est très prometteur quand on voit effectivement que ces entreprises n'ont pas quitté l'Algérie, malgré les difficultés,
malgré tout ce qui a été fait pour les inciter à le faire. Ils sont là, ils y croient. Et aujourd'hui, il faut dire que, vous savez, les entreprises, les chefs d'entreprise, les patrons restent et font en sorte qu'elles se développent. Les politiques, les présidents vont et viennent. Et on a envie de dire, vive 2027 pour que les choses s'arrangent et qu'on passe à autre chose. Moi, c'est clair. Moi, je dirais vive 2026. Ça va s'arranger maintenant. Inch'Allah. Michel Luzac, merci d'avoir été avec nous Merci ce à soir. vous. Merci encore Michel une fois. Luzac. Merci, On c'était espère un vous plaisir de accueillir vous une retrouver. troisième fois. Vous allez être un habitué de Jamais notre 203, émission. hein. Quand vous Voilà. voulez. Jamais C'est un 203. plaisir de vous Et retrouver. toujours Je ne refuse 213. jamais. Toujours 213, pas mal. Christophe Romar, Mahdi, il faudra la noter. Il a dit toujours 213. Jamais 203. Ah, elle est pas mal, ça, toujours 213. Voilà, ça sera donc à noter. On continue. Donc, messieurs, Tarek Hafid, le président a également évoqué les relations solides de l'Algérie avec les pays du monde arabe. Je pense notamment à l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar. Égypte, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït. Koweït, exactement. Très important aussi. Et pour ce qui est de l'Égypte, il a bien précisé une chose. La phrase est quand même très intéressante. Nous sommes dans la même tranchée, même si nous n'avons pas la même vision. Donc, il a rappelé également l'engagement de l'Égypte aux côtés de l'Algérie lorsque il y a eu donc cette trahison du Maroc en 1963 avec l'attaque contre le territoire algérien. Effectivement, les rappels sont très importants et bien sûr, il a précisé, il a dit qu'il y avait effectivement un mini-État qui est là, qui est totalement contre l'Algérie et qui lance donc des opérations, des campagnes anti-algériennes, qui s'est même immiscé dans la politique algérienne lors de 2 élections présidentielles, ce qui est quand même très très grave. Et il a même fait référence en parlant du Mali, donc donc c'est effectivement les Émirats Arabes Unis qui livrent des armes et qui prennent des richesses. Et quand on dit prendre des richesses au Mali, on parle essentiellement donc de l'or, ce qui est quand même désastreux pour un pays qui est totalement pauvre comme le Mali. Donc effectivement, concernant les pays arabes, il a bien ciblé les amis et essentiellement donc l'ennemi actuel. D'ailleurs, le président égyptien a tout de suite réagi. Il a salué les propos du président algérien. C'était dans un tweet qui va donc s'afficher dans quelques instants. Oui, le président Abdel Fattah Sissi a salué la profondeur des relations historiques avec l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé que cette relation de complémentarité, de fraternité a plus de 70 ans. Parce qu'il faut rappeler que l'Égypte avait soutenu la guerre de libération nationale. Il a parlé aussi de l'Arabie Saoudite. Et c'est une déclaration qui a été largement reprise par les médias saoudiens et les médias arabes aujourd'hui. C'est le président Tebboune qui dit que tout ce qui affecte l'Arabie Saoudite affecte aussi l'Algérie. Il a dit aussi par rapport à d'autres pays arabes, comme la Mauritanie, comme le Qatar, qui est un pays qui a de très bonnes relations avec l'Algérie, mais également les pays comme le Niger, parce que le président Tebboune a annoncé qu'il a lancé une invitation au président, le général Abdelrahman Tiani, parce que dans un passé récent, il y avait ce qui ressemblait à une crise diplomatique, mais là, l'invitation est lancée au président nigérien pour avoir de bonnes relations avec ce pays voisin et pour d'autres pays, notamment pour la Libye. Le président Tebboune a rappelé la nécessité pour ce pays, pour la Libye, donc de tenir des élections. C'est bien sûr le choix de la solution politique inclusive implique les Libyens, mais à travers peut-être les élections, ça veut dire que l'Algérie continue d'avoir des politiques de bon voisinage, sauf avec ceux qui ne veulent pas ou ceux qui sont manipulés, comme c'est le cas pour le Mali. Et Tarek a effectivement évoqué le micro-État. Évidemment, le président ne l'a pas cité, mais tout le monde sait que c'est les Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis qui a été aussi aujourd'hui rapidement critiqué par... Vous prenez ma question, Faisal Moutaoui. Je termine en une phrase. Les Émirats Arabes Unis qui ont été critiqués par l'Arabie Saoudite parce que les FSR, qui sont les forces d'intervention rapide en Soudan, continuent de commettre ces crimes. Ces forces sont soutenues par les Émirats. Donc, pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Faisal Moutaoui, Abdelmadjid Tebboune est revenu justement sur l'impact nocif du rôle joué par Abu Dhabi dans la déstabilisation, mesdames et messieurs, du monde arabe et du continent africain, Badis. Tout à fait. Donc, les Émirats Arabes Unis, faut-il le rappeler, c'est un peu le proxy d'abord de l'entité sioniste, le proxy aussi, l'acteur majeur tant argentier et financier de projets fallacieux contre les intérêts des pays. Moi, je tiens aussi à rappeler, encore une fois, c'est pas chauvin de le dire, d'abord, le président de la République a été le premier à établir ou dresser ce tableau, notamment en tant que
lanceur d'alerte, entre parenthèses, depuis quelques mois déjà, où il avait évoqué ce projet qui se dessinait dans des officines obscures, notamment contre d'abord l'intérêt, l'image de l'Algérie, mais aussi contre l'intérêt de l'Afrique, puisque cet émirat voit en cette Afrique, une Afrique de prédation, une Afrique justement de division, une Afrique d'ingérence. Et d'ailleurs, le président de la République l'avait évoqué aussi implicitement par rapport à les élections notamment algériennes. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ils veulent s'immiscer au-delà de l'aspect sécuritaire, y compris dans l'aspect équation politique des pays. Et quoi de mieux justement pour essayer d'altérer le message et d'altérer les images des pays. Ça, d'une part. D'autre part, vous savez, l'entité sioniste, les Émirats, le Merzen, aujourd'hui, c'est des pays qui voient l'Algérie comme d'abord un pays menaçant pour leurs projets. Donc, j'ai rappelé l'Union africaine et la tentative de hold-up de l'entité sioniste, qui a été justement déjouée par le travail de fond qui a été mené par l'Algérie, par l'Afrique du Sud en l'occurrence, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit cette architecture africaine qui se consolide, qui se solidifie grâce à justement un pays locomotive comme l'Algérie, qui a su d'abord préserver autant que faire se peut l'intérêt de l'Afrique, mais aussi à travers elle, de porter aussi la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité, à l'ONU, à toutes les instances dans lesquelles il pouvait porter la voix des sans-voix. Et donc, les Émirats continuent, persistent et signent, nous l'avons vu, effectivement ça a été évoqué, dans plusieurs pays. C'est pas un hasard que le président d'ailleurs a énuméré tous les pays, que ce soit du Sahel, dans lequel il y a une bonne entente. Pour certains pays, ils ont choisi les errements et je dirais le suivisme. Malheureusement, ils le sauront peut-être quand c'est trop tard, mais encore une fois, l'Algérie rappelle à chaque étape, à chaque occasion, qu'aujourd'hui, nous avons des frontières en commun, nous avons des intérêts en commun, nous avons un présent, mais surtout un avenir en commun. Donc, faisons de sorte qu'il y ait cette architecture commune qui œuvre dans l'intérêt de l'Afrique, dans l'intérêt de la stabilité du Sahel, la stabilité de la Libye notamment. Nous l'avons vu à plusieurs reprises que les Émirats essayaient, plus qu'essayer, elle a intervenu, même militairement, à travers des Colombiens, par exemple, au Soudan, à travers des milices, des mercenaires, encore une fois, pour diviser cette Afrique, encore une fois, qui représente l'avenir de la planète. Merci Badis, merci messieurs pour le décryptage donc, de cet entretien accordé par le président de la République à la presse nationale. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause et on revient.